Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vous propose une analyse sectorielle et une comparaison sur diverses métriques des différents acteurs du secteur des spiritueux. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses sectorielles et les prochaines analyses d'entreprise. On commence tout de suite avec un petit préambule sur le contexte du secteur des spiritueux. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui influent sur la valorisation des entreprises à l'heure actuelle. Alors, on se trouve dans une situation de normalisation après la forte croissance post-déconfinement. En 2022-2023, il y a eu une très forte croissance sur tout le secteur, ce qui a amené des hausses du chiffre d'affaires et donc des valorisations des acteurs du secteur. Depuis, on a une situation qui se tasse quelque peu, donc on est sur une stagnation, voire une décroissance du marché sur l'année 2024, et on va voir si ça va se retourner pour 2025. Dans ce contexte, on a un fort ralentissement en Chine, qui a impacté pas mal des acteurs qui sont très présents. Je pense à Pernod Ricard, il y a LVMH également, il y a Diageo, il y a Rémy Cointreau, il y en a bien d'autres, donc ils sont impactés par ce ralentissement chinois. On a aussi un déstockage en continu en Amérique du Nord, donc ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les conférences calls et qu'on lit dans les publications, c'est que aux États-Unis, en Amérique du Nord, on est sur un système un peu différent par rapport aux autres marchés. Sur celui-ci, on a un intermédiaire supplémentaire qui sont les détaillants, enfin les grossistes plutôt, et qui travaillent avec les détaillants, et on a toujours des détaillants qui continuent à essayer de déstocker avant de restocker, donc ça entraîne une stagnation du marché en Amérique du Nord. On a eu aussi un problème d'inflation sur les matières premières, donc ça c'est plutôt 2023-2024 où c'est un peu persistant, mais ça commence à se normaliser, et c'est surtout on entend beaucoup parler sur l'agave, qui est une des matières premières qui rentre dans la fabrication de la tequila, qui a eu une forte inflation et qui a impacté le coût des intrants des producteurs de tequila. Je pense notamment à Beckley, qui est un acteur mexicain et qui est le numéro 1 sur la tequila en Amérique. Et il en a souffert beaucoup et ça a impacté du coup sa marge brute. On a toutefois des signes d'espoir avec une forte croissance en Inde. Donc l'avantage de l'Inde, c'est qu'on a une population de la classe moyenne qui continue à s'agrandir. Si je dis pas de bêtises, c'est 25 millions par an de nouvelles personnes qui rentrent dans l'âge de consommer en Inde, donc ça fait un vivier de consommateurs supplémentaires et en expansion, et plus avec l'enrichissement de la classe moyenne, on a un pouvoir d'achat en augmentation. Donc ça c'est excellent, on peut vendre plus en volume et peut-être plus cher. On a aussi une Europe qui est finalement assez résiliente, que je regardais la publication de Pernod Ricard, sur par exemple l'Allemagne, Pernod Ricard, affiche une forte croissance. Donc il y a aussi des zones localement en Europe où on arrive quand même à trouver des relais de croissance. Ce qu'on cite beaucoup, c'est pour la stagnation sur les autres zones, c'est des problèmes météorologiques. Par exemple, Campari en a pas mal souffert indique qu'il a souffert des conditions météorologiques défavorables sur l'été-automne, et c'est la raison pour laquelle il a publié des chiffres un peu en déception. D'ailleurs, le PDG est parti du groupe et a été remplacé. On a un facteur, une menace. Alors, ça a déjà été mis à exécution temporairement en Chine. C'est sur le cognac. Donc l'acteur qui en a le plus souffert, c'est évidemment Rémy Cointreau, qui est spécialiste du cognac et qui n'en peut plus de chuter en bourse parce que son marché principal impose des taxes, donc des surtaxes. Donc la parade, ça va être d'augmenter les prix, mais ça veut dire augmenter aussi le prix, réduire aussi le pouvoir d'achat du consommateur. Donc est-ce qu'ils arriveront à faire passer des hausse de prix, ça j'en doute après, parce qu'il y a aussi une fibre assez nationaliste en Chine, donc si le gouvernement indique qu'il faut boycotter les produits Rémy Cointreau, ça arrivera. On a aussi potentiellement la menace de droits de douane supplémentaires aux États-Unis avec l'arrivée de Trump début janvier aux commandes. Donc là c'est une menace aussi supplémentaire sur le marché tout entier. On a aussi une nouvelle tendance long terme qui est en train d'émerger et qui est plutôt un phénomène générationnel, je dirais, c'est consommer moins mais mieux, voire consommer pas du tout. Donc ça peut impacter le secteur. Pour y faire face, la majorité de l'industrie est dans une phase de premiumisation, donc l'idée c'est contrecarrer la baisse des volumes avec des hausses de prix, et pour ce faire il faut monter en qualité sur les alcools qu'on produit. Et ça, vous écoutez les conférences calls de tous les acteurs du secteur, sauf quelques petits acteurs par exemple comme MBWS qui n'en parle pas, mais il y a d'autres, Pernod Ricard, Diageo,
LVMH, etc. en parle. Le but, c'est de monter les prix, monter la qualité pour pouvoir monter les prix. Et l'avantage du secteur des spiritueux, c'est qu'il a un positionnement un peu luxe, et donc, en tout cas sur certains segments, donc il a un pouvoir de fixation des prix. Mais ça, c'est à manier avec précaution. Et on a également la tendance du sans-alcool qui est en train d'émerger. Donc les producteurs de spiritueux vont vendre des spiritueux, entre guillemets, sans alcool, à leurs consommateurs, et c'est un segment qui est en bonne croissance. On a aussi un nouveau format qui est pas mal. Moi j'ai testé ce format-là, c'est pas mal. C'est le ready to drink, c'est des canettes de boissons pré-mélangées. Donc on peut retrouver du Mojito, du Jack Daniels Coca-Cola. On peut retrouver d'autres mix qui sont plutôt, on va dire, pour faire du à emporter. Donc peut-être pour dans des soirées, etc. Enfin bref, c'est un nouveau format, un nouvel usage qui peut émerger. Il y a une forte croissance aussi sur ce format-là. Voici la présentation pour les sous-jacents du secteur. Maintenant, je vais passer sur la comparaison des différents acteurs que j'ai sélectionnés. Donc là, il n'y a pas tous les acteurs. L'idée, c'est quand même de faire un top, et puis après, vous pouvez aller creuser sur les autres acteurs, qui ont de toute façon à peu près les mêmes tendances. Donc sur ce panel, j'ai sélectionné Diageo, Pernod Ricard, Brown-Forman, Rémy Cointreau et Campari. Il y en a bien d'autres, hein, je le répète. On va commencer la comparaison. Donc on voit que en termes de market cap, c'est Diageo le numéro 1, loin devant les autres, plus que 2 fois plus gros en termes de market cap que Pernod Ricard. C'est normal, Diageo est de loin le numéro 1 du secteur. Attention, il a aussi une activité sur la bière avec Guinness, mais une grosse partie du reste c'est sur les spiritueux. On a ensuite Brown-Forman en numéro 3 ici. Donc ça exclut les acteurs asiatiques. Hein. Aussi, on a par exemple Kweichow Moutai en Chine, mais ils sont sur un segment très particulier qui est très chinois, c'est le Baijiu. Donc ça, à mon avis, c'est pas le même marché. Et puis il y a aussi les Japonais avec Asahi, par exemple, qui font aussi de la bière. Donc là, pour rester un peu plus sur du comparable, je garde ces acteurs-là. On voit que Pernod Ricard, c'est le numéro 2 de cette sélection, et à mon avis aussi du marché, en tout cas sur le segment spiritueux, et Brown-Forman numéro 3. Après, les acteurs plus petits, donc Campari et Rémy Cointreau, sont nettement plus petits que les autres. Donc, en termes de chiffre d'affaires, comment ça se répartit? On a Diageo qui est quand même pareil, 2 fois plus gros que Pernod Ricard en termes de chiffre d'affaires, un peu moins que 2 fois plus gros. Donc, il a numéro 1 clairement du marché. Mais Pernod Ricard commence malgré, il y a quand même la stagnation sur la dernière période, mais je pense qu'il y a du potentiel aussi pour rattraper l'écart sur Diageo, notamment grâce au positionnement indien de Pernod Ricard, marché sur lequel il est numéro 1. Donc ça c'est un bon relais de croissance, surtout que les autres marchés sont plutôt en stagnation. On a Brown-Forman aussi qui est nettement plus petit, et pourtant la market cap est quand même est quand même assez élevée, donc à mon avis il y a une valorisation supplémentaire. Et on a en fait Campari qui est vraiment le champion de la croissance dans le secteur. Campari avec l'Aperol Spritz a une forte croissance, plutôt sur le secteur apéritif, mais ils sont très bons sur la décroissance. Et par contre Rémy Cointreau est en train de chuter en enfer, ou complètement sur un produit, sur un segment qui n'est pas porteur et qui est complètement pénalisé. Donc en termes de part de marché, si on se concentre sur les meilleurs, il vaut mieux se prendre Diageo, Pernod Ricard ou Brown-Forman, ou si on veut le petit acteur, le challenger, on peut prendre Campari. On va regarder les taux de marge net. Alors, ici on va se mettre sur... Donc on est sur les 12 derniers mois, attention aux chiffres qui sont affichés sur la droite, parce que ici par exemple, on a les bons chiffres. Donc, alors, Brown-Forman a des marges américaines, j'allais dire, c'est-à-dire que les boîtes américaines ont des marges nettes bien plus élevées que les boîtes européennes. Ça tient à plusieurs facteurs à mon avis, mais je peux en oublier. Ça va être un niveau de taxation moins élevé, une efficience financière aussi plus importante, avec un meilleur accès au crédit par exemple, ou au marché des capitaux. Donc on a une marge nette qui est, c'est à 25% sur Brown-Forman, c'est quand même énorme, c'est du niveau de LVMH par exemple. Après, derrière, Diageo se défend bien avec une marge nette à 19%, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est peut-être aussi le fait que l'entreprise soit et son siège social au Royaume-Uni, hein, ça doit aider aussi sur le taux de taxation. Et de façon assez surprenante, on a quand même Pernod Ricard qui est qu'à 12% de marge nette. À mon avis, il y a quand même une sous-efficience financière sur cette entreprise, et ce taux de marge nette d'ailleurs a été quand même plus élevé par le passé, donc là-dessus, en plus, on est actuellement très endetté sur Pernod Ricard, on va voir ça sur la suite, mais sur Diageo aussi, donc est-ce qu'on ne devrait pas avoir le même taux de marge nette? En tout cas, Pernod Ricard paye beaucoup en intérêt, et aussi paye son siège social France qui a un fort taux de taxation quand même. Rémy Cointreau, par contre, c'est assez intéressant, avec du 15% de marge nette, donc
alors qu'on est, on est sur un produit, mais à mon avis, ce produit quand même a un positionnement plus luxe que d'autres, que des tiens Campari ou Pernod Ricard, ce qui lui permet d'avoir quand même un taux de marge net assez élevé. Pourtant, la dette est aussi élevée sur Rémy Cointreau. Bon. Continuons l'analyse en termes de rentabilité. Donc là, on se met en rendement sur fonds propres. Alors attention, ça peut être biaisé cette métrique parce que on a beaucoup de dettes sur ces acteurs. Donc si vous mettez beaucoup de dettes et peu de fonds propres et que vous faites des bénéfices, eh bien tout de suite votre rendement des fonds propres, des capitaux propres est très élevé. Donc méfiance sur ce critère. Toutefois, on peut quand même constater que Diageo est nettement devant les autres. Donc ça, c'est vraiment l'acteur le plus rentable du secteur. Ça devrait lui permettre quand même de conserver ses parts de marché parce que il suffit de réinvestir une part de cette rentabilité. On a un marché qui croît pas très rapidement, on doit être sur entre du 4 et 7%, ça c'est ce que prévoit par exemple le Pernod Ricard. Sur du 4 à 7% face à un rendement des capitaux propres de 35%, ça veut dire qu'il y en a une bonne part que vous pouvez soit mettre en réserve, soit rendre aux actionnaires, et donc ça va quand même consolider les parts de marché, quoi. Si vous avez un bon rendement et que vous n'en gardez qu'une partie pour le réinvestir, bon, ça mécaniquement, on a de quoi faire, quoi. Sur Brown-Forman, on a aussi un rendement des capitaux propres très élevé à 29%, donc à mon avis, Brown-Forman va aussi être un acteur qui va avoir pas mal de croissance sur les prochaines années. Et dans le trio de queue, on a des niveaux qui sont moins bons, quoi, sur l'Europe du Sud, avec Campari, avec du 10%, Pernod Ricard 9%, et Rémy Cointreau 9%. On est là sur des niveaux qui sont quand même assez bas, alors qu'il y a un fort niveau de dette. Donc il y a quand même franchement une rentabilité à améliorer sur ces dossiers. Là on va être un peu juste pour financer la croissance d'ailleurs, et donc soit on va utiliser exclusivement les bénéfices pour financer la croissance, soit si on commence à en rendre aux actionnaires, eh ben on va obérer un peu la croissance future. Donc à mon avis quand même il va falloir réaugmenter cette rentabilité, mais ça semble être la norme sur la période, hein. Si on regarde sur les trois acteurs d'Europe du Sud, là on est quand même dans ces eaux là entre 15 et presque même on va dire 9%, quoi. Donc on n'est pas sur des niveaux très élevés, ce qui fait que ils ont tendance à croître moins vite que les acteurs américains ou anglo-saxons. Donc ça garde en tête quand on se positionne sur le dossier, sur un de ces dossiers ici. On va regarder ce qui se passe en termes de dette nette. Et là, on est sur ce que je disais, hein, les acteurs sont très endettés quand même sur le secteur. On a le plus endetté d'après Coifin, mais peut-être qu'il faut retraiter ces chiffres, hein, ils sont peut-être pas forcément justes. Il me semble que à la dernière publication, Pernod Ricard indiquait un taux d'endettement à 3,5 fois la dette nette sur EBITDA, ça à vérifier. Mais quoi qu'il en soit, la direction est correcte. On est sur des niveaux de dette très élevés. Là, c'est parce qu'on est aussi sur un back cycle. On est sur un secteur qui a un énorme besoin en fonds de roulement, parce qu'il faut acheter des stocks, il faut les faire vieillir longtemps. Donc gérer des stocks, stocker de l'inventaire, ça a un coût financier, évidemment, et donc plus les taux d'intérêt sont élevés, plus ça va coûter cher. Donc sur les trois acteurs que nous avons ici, on a quand même un fort niveau de dette, et il faut que, à tout prix, les managements de ces groupes commencent à prioriser le désendettement, parce que sinon il va y avoir du dégât. Brown-Forman n'est pas trop endetté, et le point rassurant sur Rémy Cointreau qui va vraiment pas fort, c'est qu'il est pas trop endetté non plus. Donc il va pas immédiatement aller à la casse, mais il faut quand même stabiliser ce niveau de dette là, surtout si la croissance ne revient pas tout de suite. Donc un peu risqué. Voilà. En termes de dette, le secteur est quand même un peu risqué. Méfiez-vous des niveaux des taux d'intérêt. L'avantage de Pernod Ricard, s'il se finance en Europe, c'est que les taux européens vont quand même un peu baisser, sauf le taux français, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça devrait permettre d'alléger un peu la facture financière. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire de ces groupes? Donc là, malheureusement, Coifin n'affiche pas les valeurs, mais on va les regarder une par une. On a Pernod Ricard qui a le taux de dividende le plus élevé. À mon avis, c'est un peu aberrant. Sur l'année 2024, l'année, alors pas fiscale parce qu'ils sont en décalé, mais l'année calendaire 2024, Pernod Ricard a versé un dividende qui n'était pas couvert par les free cash flow. Donc ça, c'est pas soutenable sur le long terme. Ça veut dire qu'on va devoir s'endetter pour verser un dividende. Et ça, c'est pas raisonnable. Donc ce niveau-là va pas être soutenable. Diageo, il me semble que c'est à peu près la même situation. On est sur un niveau de dividende qui est un peu plus bas, autour des 3,5. Ça va, à mon avis, c'est un peu plus soutenable. Et ce niveau va peut-être baisser pour Diageo. Pour Rémy Cointreau, c'est sûr qu'il va baisser. Il n'y aura pas de dividende cette année parce que l'entreprise va trop mal pour pouvoir verser un dividende. Sur Brown-Forman, à mon avis, le dividende était quand même plus sain. Il y a un niveau quand même plus raisonnable de 2,5%. Ce niveau de rendement et aussi le fait qu'on va le voir après, vient du fait aussi que Brown-Forman est plus fortement valorisé. Donc on a un niveau de dividende qui est fatalement plus élevé. Un niveau de rendement de dividende qui est fatalement plus faible, pardon. Pour Campari, on est sur une boîte de croissance, donc on a un niveau de dividende qui est assez faible puisqu'on se paye à des multiples élevés.
on va regarder ce qui se passe en termes de... alors on va regarder d'abord les rachats d'actions. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions sur le secteur? Ça peut être intéressant. Donc on voit que Diageo rachète constamment ses actions. Donc ça améliore le rendement de l'actionnaire, c'est très bon. Campari, lui, il dilue un petit peu. Donc on est sur une boîte qui fait de la croissance, c'est pas si grave que ça de diluer. Est-ce que c'est une dilution? C'est pas une dilution énorme. Donc bon, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais bon, ça peut passer. Sur Brown-Forman, on rachète aussi légèrement ses actions, les acteurs américains sont coutumiers du fait, et sur Pernod Ricard, on a commencé à racheter ses actions, à mon avis, en plus en 2022, ce qui est pas très logique, j'ai pas compris cette allocation du capital, parce que sur 2022-2023, on se trouvait sur une valorisation élevée, à cause de la forte croissance. Maintenant qu'on se normalise, ça a plus de sens de racheter des actions, mais il n'y a plus de free cash flow, donc il faudra m'expliquer comment ils vont faire pour racheter des actions, verser un dividende, et désendetter le groupe. Sur les Cointreau, apparemment je vois pas trop de variations, il y en a un petit peu, mais comme le compte d'action est plus faible, on voit pas, donc à mon avis on est plutôt sur une stabilité sur Rémy Cointreau, comme c'est un acteur français, il n'y a pas nécessairement du rachat d'actions. On va regarder la valorisation maintenant, donc bon, on a beaucoup quand même, mais on est dans un contexte quand même compliqué pour les spiritueux, et la valorisation reflète ce contexte-là. On est sur des niveaux, donc ça dépend des acteurs. Donc, en valeur absolue, Brown-Forman se paye plus cher que tous les autres acteurs. Normal, c'est une boîte américaine. Aux États-Unis, on paye plus cher les entreprises. C'est comme ça, à quasiment 16 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. On a Campari aussi qui est plus valorisé que les autres. C'est normal, on a plus de croissance. Et Diageo, à mon avis, est un peu plus valorisé que Pernod Ricard parce que c'est un acteur déjà parce que c'est le leader du marché et puisque en plus c'est un acteur anglais, donc il y a quand même une valorisation pas nécessairement plus élevée. Donc je dirais c'est plutôt le fait qu'il soit leader du marché. Et Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont la même valorisation. Ça c'est ce qu'on note en termes de classement et en termes de facteurs qui influent sur la valorisation. Maintenant si on regarde où on se situe dans l'historique par rapport à tous ces groupes, on est ça va dépendre des acteurs, mais par exemple si on prend Diageo et Pernod Ricard, on se situe à des niveaux qui sont ceux de soit la crise de 2012, donc 2011-2012, la crise de la zone euro, et pour Pernod Ricard, on est même en dessous, on se trouve à un niveau de la crise 2008-2009. Voilà. Donc, à ce niveau de cours, oui, tout va mal, on intègre énormément de mauvaises nouvelles dans les cours. Ce qui me fait penser qu'on a quand même atteint un plancher. Bon, pour Rémy Cointreau, à mon avis, c'est un peu plus compliqué, on est bien dévalorisé, mais on est quand même beaucoup plus fragile comme acteur. Ça va être la conclusion de cette analyse. Donc moi je suis actionnaire de Pernod Ricard. Pourquoi? Parce que je suis un actionnaire français, donc j'ai l'avantage fiscal du PEA. C'est peut-être une mauvaise idée. Diageo est clairement en fait la meilleure boîte du secteur. Je sais pas si elle est éligible au PEA, dites-le moi en commentaire, mais il me semble que non, et peut-être qu'elle l'était dans le passé quand le Royaume-Uni était dans la zone euro, mais je ne sais pas, il faudrait me le dire en commentaire. Le meilleur du secteur, voilà, donc c'est Diageo. Si on veut se positionner sur les spiritueux et avoir un paquebot très bien géré, très rentable, avec un dividende qui est peut-être à confirmer, mais qui est à mon avis un peu plus sain que celui de Pernod Ricard. Et si vous souhaitez avoir plutôt un acteur croissance, je dirais, ça peut être intéressant de se positionner sur Campari. Pernod Ricard, c'est compliqué. Maintenant, la valorisation est quand même plus faible que celle de Diageo, donc il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans le cours, mais bon, c'est quand même un peu plus dangereux. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.